Beaucoup de gens rêvent d'amour et de mariage, de trouver quelqu'un qui vous voit dans vos pires moments, mais qui pense toujours le meilleur de vous. Pour un grand nombre de personnes, c'est l'objectif ultime dans la vie. Et pour ces couples, ils ont décroché le gros lot, car qui resterait après avoir vu son partenaire commettre un meurtre? Dans ce cas, seuls d'autres tueurs resteraient. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 3 cas de maris et femmes tueurs qui s'en sont sortis pendant des années. Les monstres des Cadapec. Juan Carlos Hernández est né vers 1985 dans la ville de Lázaro Cárdenas au Mexique. Il a été élevé par sa mère dans une famille monoparentale et aurait été soumis à de nombreux abus de sa part. Elle aurait amené des hommes à la maison et aurait forcé son fils à regarder leurs relations sexuelles. Hernández affirmera plus tard qu'il avait également subi des abus sexuels pendant son enfance de la part d'une autre femme qui avait été à un moment donné sa gardienne. À 10 ans, il est tombé dans les escaliers et a eu un traumatisme crânien. Patricia Martínez, quant à elle, est née vers 1980 dans la même ville. Comme Hernández, elle était née dans une famille pauvre et a passé une grande partie de sa jeunesse à souffrir. On lui a diagnostiqué très tôt un trouble de l'intelligence limite lié à une déficience générale de l'apprentissage. Elle a passé une partie de sa vie à travailler comme prostituée après avoir fugué de chez elle. Martínez a rencontré Hernández en 2008 alors qu'ils étaient tous les deux dans la vingtaine et que Martínez travaillait comme serveuse dans un restaurant. Elle voyait Hernández venir régulièrement et ils ont fini par engager la conversation, ce qui a rapidement mené à une relation épanouissante. Ils se sont mariés peu de temps après leur rencontre et ont fini par avoir 4 enfants au cours de leur relation de 10 ans. Martínez dira plus tard que leur première victime était une femme de 22 ans attirée chez eux par son mari avec la promesse d'un emploi. Une fois dans la maison, il a emmené la jeune femme dans la salle de bain où il l'a violée, décapitée et démembrée. Martínez a ensuite cuisiné des parties du corps et les a mangées avec son mari. La seconde victime était une adolescente voisine du couple. La jeune fille souffrait apparemment de troubles liés à l'inhalation de substances et Hernández lui a fait de fausses promesses concernant des opportunités de gagner de l'argent. Sa mort a été identique à celle de la première victime du couple. Elle a été violée, décapitée et démembrée. Encore une fois, des parties de son corps ont servi plus tard à des actes de candolisme. Au cours de 6 ans, le couple a assassiné au moins 10 femmes, mais a avoué en avoir tué près de 20. Notamment, la ville d'Acatapec est célèbre pour ses chiffres de criminalité effrayants, le féminicide y étant horriblement courant. Ce n'est qu'en octobre 2018 que le couple a finalement été arrêté. Le procureur général de l'État du Mexique, Alejandro Gómez, a déclaré que le couple avait attiré l'attention des enquêteurs après le dépôt de plainte concernant la disparition de 3 femmes dans la ville en avril, juillet et septembre 2018. Il a déclaré aux médias, d'après nos enquêtes, nous avons pu établir que les 3 femmes signalées disparues avaient une certaine relation avec ce couple. On l'a découvert après que le numéro de Martínez figure dans les relevés téléphoniques de chaque femme. Notamment, l'une des victimes du couple, Nancy Huitron, a disparu en même temps que sa fille de 2 mois. La police a surveillé le couple après avoir découvert leur lien avec des victimes et s'être inquiété en les voyant avec une poussette. Cependant, lorsque les enquêteurs ont appréhendé le couple, ils ont découvert que le bébé disparu ne se trouvait pas dans la poussette. À la place, un sac noir contenant des restes humains a été trouvé. Le couple aurait apparemment eu l'intention de se débarrasser des restes dans un terrain vague à proximité. Après leur arrestation, leur maison principale et d'autres propriétés accessibles ont été fouillées. Les enquêteurs ont trouvé 8 seaux contenant des restes humains dans du ciment, ainsi que d'autres parties de corps dans un réfrigérateur. Il a été établi que ces restes étaient ceux de 8 personnes, mais seulement 4 ont pu être identifiés. Heureusement, le bébé disparu a été retrouvé sain et sauf. Elazal a été réuni avec sa grand-mère maternelle. Les autorités ont indiqué que le couple essayait de vendre l'enfant lors de leur arrestation. Les acheteurs de l'enfant ont aussi été arrêtés et accusés de trafic d'êtres humains et d'adoption illégale.
Beaucoup des victimes du couple ont été attirées par des promesses d'emploi, d'argent ou d'articles abordables, comme des vêtements, des téléphones et des parfums, car ils géraient une entreprise de vente depuis leur domicile. Beaucoup des victimes ont eu la gorge tranchée ou ont été poignardées à mort. Presque toutes ont été agressées sexuellement, à l'exception notable d'une fillette de 7 ans et de sa mère. Il a été rapporté que la mère a été tuée en premier et que Hernandez n'avait pas prévu de tuer la fillette de 7 ans, mais il l'a finalement étouffée. Certaines victimes étaient abandonnées dans des terrains vagues, des rivières ou des canaux d'égout, tandis que d'autres étaient démembrées par Hernandez dans la baignoire. Il les coupait puis retirait la chair de leurs os. Il aurait déclaré en garde à vue qu'ils avaient obtenu 1 kilo de steak d'une victime. Les organes de leurs victimes étaient soit donnés aux chiens de la famille, soit enfermés dans des seaux de béton, comme ceux retrouvés par les enquêteurs, tandis qu'au moins un ensemble d'ossements de leurs victimes a été vendu à des pratiquants de la Santeria, une religion afro-caribéenne pratiquée à Cuba, aux États-Unis et en Amérique latine. Hernandez a déclaré aux enquêteurs qu'il détestait les femmes à cause de sa mère et des attouchements qu'il avait subis de la part de son autre gardienne. Il aurait également affirmé qu'il avait besoin de boire du sang humain au moins tous les 3 mois. Martinez a déclaré qu'elle avait voulu appeler la police après le premier meurtre de son mari, mais il l'a dissuadée en affirmant qu'elle serait aussi emprisonnée, alors elle n'en a parlé à personne. Avec le temps, elle a déclaré avoir commencé à prendre plaisir à tuer. Un psychologue du tribunal dira plus tard qu'elle était très soumise et prête à tout pour éviter d'être rejetée par Hernandez. Malgré leurs troubles mentaux apparents, les professionnels ont conclu que les 2 membres du couple distinguaient le bien du mal. Et ils ont été jugés aptes à comparaître devant le tribunal. Ils ont chacun été accusés de 8 chefs de meurtre, reconnus coupables et finalement condamnés à la réclusion à perpétuité. Le couple a ensuite été inculpé de plusieurs chefs de féminicide, de dissimulation de restes humains dans le but de dissimuler un crime et de traite d'êtres humains. Ils ont finalement écopé chacun de 327 ans de prison. Susan et Michael Bear Carson. Avant de rencontrer Susan Barnes, James Carson, qui adoptera plus tard le nom de Michael, était apparemment un père au foyer qui vendait de la marijuana depuis la maison qu'il partageait avec sa femme Lynn et sa fille Jennifer. Le trio habitait une banlieue de Phoenix, Arizona, où Lynn était institutrice. En 1977, le mariage a pris fin. Lynn a commencé à avoir peur de son mari, dont le comportement récemment erratique lui semblait dû à la consommation de drogue, à une maladie mentale ou aux 2. Elle a emmené leur fille et a quitté Phoenix. Après la séparation, Carson devait voir Susan Barnes. Barnes était la fille d'un cadre de presse de l'Arizona, une divorcée, et souffrait de schizophrénie. La fille de Carson se souvenait qu'elle menait ce style de vie chic dans un country club avant de commencer à consommer du lysergique acide diéthylamide et de s'impliquer avec mon père. Les mois après le début de leur relation, Carson a tout quitté pour suivre Barnes. Ils vivaient grâce à son fonds en fiducie et parcouraient le Mont Wagga, créant leur propre version de l'islam, s'essayant au mysticisme et consommant de grandes quantités de drogue. Ils se sont finalement mariés en 1979. Jennifer se rappelle qu'une fois, lors d'une visite à son père, Barnes l'a griffé. Je lui ai demandé de me frotter le dos avant d'aller me coucher et elle m'a griffé le dos en disant qu'elle allait chasser le démon de moi, mais ce qui m'a fait encore plus peur que la blessure, c'était ce qu'elle disait. « Tu peux tromper ton père, mais je sais que tu es le diable et je vais chasser ce démon de toi. » Lors de leur virée sous drogue, Carson a pris le nom de Michel Bear. Il a dit à Jennifer dans une lettre que Dieu lui avait donné ce nouveau nom. En 1980, le couple est revenu aux États-Unis et a déménagé à San Francisco, Californie. Malgré leur retour de voyage, ils ont continué à s'impliquer dans la drogue et la religion, sans mener la vie normale attendue. Au lieu de cela, dans les années qui ont suivi, leurs vies ont été remplies de crimes violents. En mars 1981, la colocataire du couple, Karen Barnes, 23 ans et sans lien avec Susan Barnes, a été retrouvée morte dans la cave, enveloppée dans une couverture. À ce moment-là, Carson et Barnes avaient déjà quitté la ville. La mort de Karen avait été troublante. Elle avait été poignardée 13 fois et son crâne avait été écrasé. Plus tard, le duo affirmera que Karen a été tuée car Barnes pensait qu'elle était une sorcière. Après avoir quitté San Francisco, le duo est monté jusqu'en Oregon et s'est caché dans la ville de Grants Pass.
Ils sont restés ici jusqu'au printemps de 1982 avant de retourner en Californie, bien que cette fois, ils aient choisi de s'installer à Alder Point, où ils ont vécu et travaillé dans une ferme de marijuana. Des collègues ont remarqué qu'à l'époque, le couple était de fervents anarchistes et discutait régulièrement de l'apocalypse nucléaire imminente qui anéantirait la majeure partie de l'humanité. Le temps passé à la ferme fut cependant de courte durée, car plusieurs mois plus tard, en mai 1982, Carson a tiré et tué Clark Stevens, un autre ouvrier avec qui il avait eu un différend. Barnes l'a ensuite aidé à tenter de se débarrasser du corps. Le couple l'a brûlé avant de l'enterrer sous de l'engrais pour poulets dans les bois. Bien que Clark n'ait été signalé disparu que 2 semaines plus tard, son corps a été retrouvé peu de temps après, lors d'une fouille intensive de la ferme. Bien que Carson et Barnes aient été les principaux suspects, ils avaient déjà fui la région. Un examen de leur ancien logement à la ferme a révélé un manifeste manuscrit appelant à l'assassinat du président de l'époque, Ronald Reagan. En novembre 1982, Carson a été vu faisant de l'autostop par une connaissance qui l'a signalé à la police. Les autorités l'ont ensuite arrêté, mais à cause d'une erreur, il a été relâché et il a disparu avant de pouvoir être interrogé en lien avec le meurtre de Karen ou celui de Clark. 3 mois plus tard, il faisait de l'autostop avec Barnes près de Bakersfield, dans le comté de Kern, en Californie. Le duo a été pris en stop par John Eliar, mais Barnes a pensé qu'il était un sorcier à éliminer. Après une dispute, une bagarre a éclaté entre les 3 hommes, forçant la voiture à s'arrêter sur River Road, dans le comté de Sonoma. La bagarre s'est poursuivie à l'extérieur du véhicule et s'est finalement terminée lorsque Carson a pris le contrôle de l'arme à feu sur laquelle lui et Eliar se disputaient et a tiré sur le soi-disant sorcier sous les yeux des automobilistes de passage, dont au moins un a contacté la police. Barnes avait déjà poignardé Eliar en se battant pour le contrôle de l'arme. Après avoir été informé, la police a rapidement envoyé des agents sur place qui ont poursuivi Carson et Barnes alors qu'ils fuyaient dans la voiture de Eliar. Le couple a finalement eu un accident et a été arrêté par les autorités. En 1984, Carson et Barnes ont été reconnus coupables du meurtre de Karen Barnes et condamnés à 25 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables des meurtres de Clark Stevens et John Eliar et condamnés à 50 et 75 ans de prison. Carson a actuellement 74 ans et est incarcéré à la prison d'État de Mule Creek, tandis que Barnes a 83 ans et purge sa peine à l'établissement pour femmes du centre de la Californie. Dans des interviews après leur arrestation, ils ont déclaré être pacifistes, végétariens, pratiquer le yoga et s'être convertis à l'islam. Ils ont déclaré que leur crime visait à éliminer les sorcières de la société, ce qui leur a valu le surnom de tueurs de sorcières de San Francisco dans les médias. Carson a affirmé en conférence de presse que la sorcellerie, l'homosexualité et l'avortement justifiaient la peine de mort. Certains pensent qu'ils sont responsables de plus de meurtres que ceux pour lesquels ils ont été condamnés. Carson et Barnes se sont vus refuser la libération conditionnelle ces dernières années et la fille de Carson pense toujours qu'ils représentent tous les deux un danger pour le reste de la société. Fred et Rose West. Rose Letts, 15 ans, a rencontré Fred West, 27 ans en 1969, à un arrêt de bus à Cheltenham, Angleterre. Letts a tout de suite remarqué la persévérance de West. Au début, elle n'était pas intéressée, mais West l'a quand même poursuivie, la surprenant avec des cadeaux à la boulangerie où elle travaillait. Finalement, Letts est tombée sous son charme, et le couple a commencé à sortir ensemble. Elle rendait souvent visite à West au parc de Caravane, où il vivait avec sa fille Anne-Marie et sa belle-fille Charmaine. Il venait de se séparer de Catherine Rina Costello, sa première épouse. Letts est vite devenue leur gardienne et les choyait au début. Finalement, elle a quitté son emploi à la boulangerie et est devenue nounou à plein temps pour les 2 filles, West lui versant un salaire afin qu'elle puisse prouver à ses parents qu'elle travaillait toujours. Peu de temps après, les parents de Letts ont découvert avec qui elle sortait et ont ensuite signalé West aux services sociaux, alarmés par son âge et son attitude arrogante. Letts et West ont été séparés à la suite de cela car Letts a été placée dans un foyer pour adolescents en difficulté. Elle voyait West chaque week-end quand elle pouvait sortir en ville. Après son 16e anniversaire, elle a quitté le foyer et a emménagé avec West, qui vivait désormais dans un appartement. En 1970, elle est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant en octobre. Letts finirait par s'occuper seule du bébé et des 2 autres enfants de West, pendant que West était en prison en 1971.
C'est alors que Letts s'est lassée d'Anne-Marie et Charmaine. Elle détestait la belle-fille de West, l'a maltraitée physiquement et émotionnellement, puis l'a tuée avant la libération de West en juin 1971. Ensuite, elle a déclaré à ses proches que Charmaine avait été reprise par sa mère et vivait ailleurs. West, à sa sortie de prison, a confirmé cette histoire. Il a ensuite enterré le corps de la jeune fille dans le jardin derrière leur immeuble. L'ex-femme de West, Rena, s'est vite inquiétée pour ses enfants et, en août 1971, a obtenu son adresse afin de le confronter sur leur localisation. C'était la dernière fois qu'on la voyait vivante. La police a émis l'hypothèse qu'elle avait été étranglée à mort dans la voiture de West. Mais en raison des preuves retrouvées avec son corps, on pense également qu'elle a été attachée et soumise à une agression sexuelle avant son meurtre. Son corps a ensuite été démembré, enveloppé dans des sacs en plastique, puis enterré à Letterboxfield dans le village de Kempley. L'année suivante, Letts et West se sont mariés et Letts est tombée enceinte de leur deuxième enfant. Ils ont ensuite emménagé au 25 rue Cromwell, près du centre-ville de Gloucester, où ils ont pris des locataires pour compléter leurs revenus. Après la naissance de leur deuxième enfant, Letts s'est tournée vers la prostitution. Elle faisait la publicité de ses services localement et avait aussi des relations occasionnelles avec des locataires et des personnes rencontrées par West au travail. Letts, victime et auteur d'abus sexuels dans sa jeunesse, aimait imposer à ses partenaires des actes de plus en plus violents comme la suffocation, l'étranglement ou l'utilisation de sextoys très volumineux. West, qui participait parfois à ces actes sexuels avec Letts et ses partenaires occasionnels, étaient considérés comme ayant des goûts sexuels similaires. Ils ont ensuite été retrouvés en possession de magazines et de photographies représentant des actes de bestialité et d'abus sexuels sur enfants. Les années suivantes, Letts eut 6 autres enfants, dont 3 étaient de ses clients et non de West. Les enfants du foyer subissaient une discipline stricte, des corps WC pénibles et des abus physiques et sexuels incestueux. Ils pouvaient rarement voir leurs camarades hors de l'école. Letts était réputé pour infliger le plus de punitions physiques. La fille de West, Anne-Marie, a été soumise à une violence sexuelle particulièrement brutale de la part de son père et de sa belle-mère. Ils l'ont forcée à se prostituer alors qu'elle était mineure, prétendant avoir 16 ans. Le couple a également abusé d'une jeune fille de 17 ans qu'ils avaient invitée à être leur nourrice. Bien qu'elle ait signalé son agression, elle n'a pas pu se résoudre à témoigner et l'affaire a finalement été abandonnée. En 1973, Linda Gott, 19 ans, qui avait quitté sa famille, est devenue la locataire puis la victime du couple. Les autres locataires ont appris qu'on lui avait demandé de partir après avoir frappé un enfant et cette histoire a aussi été racontée à la mère de Linda, venue la chercher peu après. En réalité, Linda a été assassinée et son corps a été démembré. D'après les preuves retrouvées avec le corps, les autorités pensent qu'elle a été suspendue à des poutres en bois fixées au plafond du sous-sol de la maison avant sa mort et qu'elle est probablement morte par strangulation ou suffocation. Les 5 victimes découvertes dans le sous-sol étaient mortes et démembrées sur place. Elles ont été tuées entre novembre 1973 et avril 1975, la plupart étant de jeunes adolescentes ou femmes d'une vingtaine d'années. Pendant des années, il n'y eut aucun meurtre, mais en 1978, Shirley Robinson, 18 ans, fut tuée par West. Elle était enceinte de plusieurs mois de son enfant, et il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles elle aurait été tuée pour l'éliminer en tant que menace à la stabilité du couple. Le couple commit son avant-dernier meurtre le 5 août 1979, quand Alison Chambers, 16 ans, arriva comme nourrice à domicile. Elle avait été enterrée dans le jardin derrière la maison. Leur dernier meurtre fut celui de leur fille Heather, l'une des enfants régulièrement abusée par West. Elle a tenté d'échapper à ses parents en quittant l'école en 1986 et en postulant à des emplois, mais elle a toujours été rejetée. Elle a disparu un jour alors que les autres étaient à l'école et leur père répétait qu'il finirait sous la terrasse comme Heather s'il se conduisait mal. En mai 1992, West a agressé sexuellement sa fille de 13 ans, Louise. Elle a été abusée à plusieurs reprises par lui dans les semaines qui ont suivi et rapportera plus tard que sa mère était indifférente à sa douleur et la tenait pour responsable de ce qui s'était passé. Louise racontera plus tard à une amie ce qui s'était passé et la mère de celle-ci signalera anonymement les incidents à la police. En août de cette année, les enquêteurs ont fouillé la maison familiale, disant chercher des objets volés.
Ils ont finalement parlé avec Louise qui, loin de ses parents et en présence d'un avocat, leur a raconté ce qui lui était arrivé. Les enfants ont ensuite été retirés de la garde de leurs parents et examinés par des médecins qui ont corroboré leur récit de maltraitance. Au début, West a fait face à des accusations d'agression sexuelle tandis que Letts était aussi accusé de cruauté envers les enfants, d'entrave à la police et d'incitation de son mari à avoir des relations sexuelles avec leurs enfants. Anna-Marie a contacté la police pour témoigner et soutenir le dossier de ses frères et sœurs contre leur père. Malheureusement, l'affaire s'est finalement effondrée car Louise ne voulait pas témoigner au tribunal et Anna-Marie ne voulait pas bouleverser le reste de ses frères et sœurs. Finalement, en 1994, les enquêteurs ont commencé à fouiller le 25 rue Cromwell à la recherche de corps, où 9 ensembles de restes ont été découverts. D'autres corps seraient découverts peu de temps après, y compris celui de Charmaine West, Rena Costello et Anne McFall, une autre victime du couple. Fred West finirait par se donner la mort. Il a été retrouvé mort le 1er janvier 1995 avant même d'être jugé. Il a avoué par écrit 11 meurtres avant sa mort. Letts, quant à lui, a plaidé non coupable de 10 chefs d'accusation de meurtre. Sa défense a affirmé qu'elle avait été menacée et manipulée pour rester silencieuse. Cependant, elle a été reconnue coupable des 10 chefs d'accusation dont agression sexuelle et condamnée à la prison à vie. Elle a actuellement 71 ans et purge toujours sa peine à la prison de Newhall dans le village de Flockton, en Angleterre. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.